L'Andalousie, un pays de soleil, une terre de tradition et de passion. Un destin hors du commun, tissé entre les rivages de l'Afrique et ceux de l'Amérique. Située à la pointe sud de l'Espagne, au carrefour de la Méditerranée et de l'océan Atlantique, l'Andalousie est conquise par les Arabes au début du 8e siècle. C'est à eux qu'elle doit ses trésors d'architecture et son nom, Al-Andalus. À la fin du XVe siècle, une fois achevée la reconquête de l'Espagne par les rois catholiques, Christophe Colomb offre l'Amérique à l'Andalousie. Séville devient le centre du monde. Comme les grands navigateurs à bord de leur caravelle, nous allons quitter Séville et descendre le Guadalquivir jusqu'à la mer, découvrant en chemin les villes historiques de Jerez de la Frontera et de Cadix. Au fil du temps, les Andalous ont tissé des traditions et inventé des formes artistiques singulières. Dans ce pays d'ombre et de lumière, le flamenco incarne l'expression la plus absolue et la plus tragique de l'âme andalouse, et les fêtes sévillanes, son visage le plus joyeux et le plus festif. Séville a été fondée par les Romains, mais ce sont les Arabes de la dynastie des Almohades, au XIIe siècle, qui vont en faire la brillante capitale d'Al-Andalus. Située sur les rives du Guadalquivir, à une centaine de kilomètres de son embouchure sur l'océan Atlantique, Séville est reliée à Marrakech, l'autre capitale du royaume almohade. C'est en 711 que la première expédition arabe traverse le détroit de Gibraltar. 40 ans plus tard, sous le règne d'Abd al-Rahman, un jeune prince venu de Damas, Al-Andalus occupe presque toute la péninsule ibérique. Durant 8 siècles, de nombreuses dynasties s'affrontent pour le contrôle d'Al-Andalus. Les Almohades, qui prennent le pouvoir en 1147, s'installent à Séville, qui connaît alors son âge d'or architectural. Des jardins et des palais sont édifiés ou agrandis à l'image de l'Alcazar. Les souverains catholiques s'emparent de la ville en 1248. Ils s'installent dans les palais construits par les Almohades et reprennent les travaux d'embellissement de la ville. Ils font appel aux architectes et aux artistes moudjahidars, musulmans ou juifs demeurés sur les terres christianisées. Arcs outrepassés, faïences, arabesques, plafonds à caissons, marqueterie. Séville doit beaucoup au talent de ces artistes anonymes. L'empreinte laissée sur Séville par les Almohades est considérable. 8 siècles après leur défaite, la Giralda est toujours le symbole de la ville. La Giralda représente en effet beaucoup pour nous. Une tour est par définition chargée de symbolisme. Pas besoin d'aller à New York pour savoir ce que représentent ces symboles du développement urbain de la fin du XIXe siècle. Pas besoin d'aller à Paris pour savoir ce que représente la Tour Eiffel. Les tours représentent des symboles dans toutes les cultures, mais la Giralda de Séville a quelque chose en plus.
C'est ce syncrétisme entre le monde musulman et la Séville de 1248, au moment de la conquête de Ferdinand III de Castille. Rappelons que la Giralda était au départ le minaret de la mosquée originelle et que par la suite, elle deviendra la grande tour de la cathédrale la plus importante du monde ibérique. La reconquête est en marche. Grenade résiste avant de tomber à son tour en 1492, mettant un point final aux 8 siècles d'existence d'Al-Andalus. La prise de Séville débloque l'accès de la plaine du Guadalquivir aux troupes castillanes, un tournant dans la reconquête et une porte ouverte sur l'Amérique. Pendant 1 siècle et demi, c'est l'ancienne mosquée qui sert d'église. Il faut attendre 1401 pour que les autorités religieuses de Séville décident de construire une cathédrale si grande que les générations futures nous traiteront de fous, auraient déclaré les bâtisseurs. 126 mètres de long, 83 mètres de large. Nul doute que Christophe Colomb, dont le tombeau se dresse sous cette voûte gigantesque, aurait apprécié cet honneur posthume. La conquête de Séville a été menée par des troupes qui étaient moins nombreuses que la population musulmane qui vivait sur le territoire. Il y a bien eu capitulation, reddition, mais il y a surtout eu un respect du vainqueur, dans ce cas Ferdinand III de Castille, pour les différents peuples qui vivaient toujours à Séville. À partir de 1248, et plus tard, avec Alphonse XI, puis Pierre Ier de Castille, Séville restera une ville musulmane et une ville tolérante. Il y avait aussi des juifs, des aljamas juives, des synagogues et des mosquées. Les 3 religions étaient respectées. Ce monde de tolérance, la cohabitation des 3 religions, tout ça va cesser dès l'arrivée des rois catholiques. En réaction aux 8 siècles d'occupation musulmane, l'Andalousie devient à compter du XIIIe siècle une terre de ferveur catholique. On ne compte pas les processions et autres célébrations qui rythment l'année religieuse andalouse. À quelques kilomètres de Séville, nous rejoignons une romaria, sorte de pèlerinage en l'honneur d'une sainte. Cette fête catholique très populaire tire son nom des romeros, les pèlerins qui se rendent à Rome. Dans la religion catholique, le mois de mai est dédié à la Vierge Marie. La tradition veut que chaque village consacre ses journées de romeria à une figure divine, envers qui tous les citoyens vont se dévouer. Suivant la tradition, la romeria démarre dans les rues de la ville. À pied, à cheval ou en carrosse décorée, les pèlerins s'engagent ensuite dans la campagne. Une promenade bucolique, agrémentée de chants et de danses, les célèbres sévillanes.
Les sévillanes se dansent par série de 4 et c'est normalement la 4e qui est la plus importante. C'est celle qui va droit au cœur. Quand la 4e sévillane approche, les gens sont de plus en plus émus et ils nous transmettent cette émotion pendant qu'on chante. Et je crois que c'est au moment où nos deux émotions s'unissent qu'explose la joie et l'énergie que l'on respire ici. Et ça dépend aussi des paroles des sévillanes. Si les gens sont touchés, alors ils te crient « Olé !» De retour à Séville, nous nous égarons avec plaisir dans les ruelles de la ville, arrêtant nos pas au gré de nos envies. Un palmier, la silhouette d'une maison mauresque, comme un parfum d'Afrique qui ne veut pas s'évaporer. Passant de l'ombre à la lumière, la ville nous offre son autre visage. Avec la découverte de l'Amérique, Séville n'est plus seulement la capitale de l'Andalousie, elle est le centre du monde. Pendant plus de 3 siècles, la puissance et la richesse de l'Empire espagnol seront sans égal, avant de s'effondrer au cours du XIXe siècle. Élevé à l'occasion de l'exposition Ibérico-Americana de 1929, le gigantesque bâtiment bordant la place de España est un monument à la gloire de l'Espagne coloniale. Et pourtant, son style évoque étrangement celui des palais d'Al-Andalus. Cette mosaïque nous rappelle qu'à Séville, toutes les histoires mènent à Christophe Colomb, à l'Amérique et donc au Guadalquivir. Le Guadalquivir est l'artère de l'Andalousie. C'est la porte et l'artère qui a permis la découverte du Nouveau Monde. C'est ici qu'embarquaient tous ceux qui partaient pour les Indes. Et 37% d'entre eux étaient andalous. C'est pour cela qu'on a laissé une importante empreinte de notre culture en Amérique. Je ne dis pas ça de façon péjorative, mais il est vrai qu'on y a laissé une langue, une religiosité, tout un système urbain, beaucoup de choses. Depuis la Californie jusqu'au sud du Chili, à Punta Arenas, tout ça est sorti d'ici. Au petit matin, nous quittons Séville. Les eaux du Guadalquivir sont profondes. Les cargos de taille moyenne peuvent ainsi remonter le fleuve jusqu'à Séville.
Accompagnés par les rayons du soleil levant, nous pénétrons dans une première écluse. Cette journée de navigation va nous conduire au travers des plaines du sud andalou, jusqu'à Cadix, notre première escale. Le Guadalquivir est plus large, signe que nous approchons de l'embouchure. C'est parfois difficile. Ce bateau a été conçu pour naviguer sur des fleuves. Alors, dès que le vent souffle au-delà de force 5, la navigation devient vraiment délicate. On part du principe que si les creux dépassent 1,5 m, il n'y a pas de sortie en mer. Cette fois, nous sommes en mer. Pendant quelques dizaines de kilomètres, nous longeons la côte vers le sud, en direction de Cadix. À l'approche du port, le pilote de Cadix monte à bord pour assister le commandant dans sa manœuvre. Lame de couteau enfoncée dans les eaux vertes de l'Atlantique, Cadix affiche ses ambitions. La géographie d'un destin tourné vers le large. Des rues rectilignes un peu austères, des places inondées de soleil. Cadix est une belle, endormie au bord de l'océan.
La situation géographique de la ville est déterminante. Si on pense aux Phéniciens et aux autres civilisations arrivées postérieurement, on constate que l'emplacement de Cadix est privilégié. C'est une ville qui est très proche de la mer Méditerranée, mais qui fait partie de l'océan Atlantique. C'est une ville proche de l'Afrique aussi, et qui est évidemment en Europe. Et puis cet endroit si stratégique va se renforcer davantage avec la découverte de l'Amérique. Il y a aussi son caractère insulaire qui compte, et ses ports, situés tout autour de la baie de Cadix. La deuxième expédition de Christophe Colomb part d'ici. Très vite, Cadix va devenir l'avant-port de Séville pour tout ce qui concernait les échanges commerciaux avec l'Amérique, dont l'Espagne avait le monopole. Les richesses en provenance du Nouveau Monde attirent non seulement la convoitise des pirates, mais également celle des autres puissances maritimes, notamment les Anglais qui attaquent Cadix à 3 reprises au cours du XVIe siècle. La ville est donc solidement fortifiée selon un plan qui sera utilisé dans plusieurs colonies espagnoles d'Amérique du Sud. Après la découverte du Nouveau Monde, la ville a beaucoup changé. Quand on se promène en ville, on découvre des monuments et beaucoup de grandes villas aussi. Ce sont les maisons des armateurs qui ont commercé avec les Indes, avec l'Amérique. De la même façon, les églises sont pleines de contributions, de donations de commerçants dont les richesses provenaient d'Amérique. C'est dans ce sens qu'on peut dire qu'il y a une présence américaine dans les églises et dans les monuments de Cadix. Lors des contacts commerciaux avec l'Amérique, on ne recevait pas uniquement des marchandises comme des tissus, du cacao, du sucre ou des cuirs. On recevait aussi beaucoup de plantes. Il y avait un jardin botanique très important au XVIIIe siècle tout près d'ici. Dans les jardins, même les jardins privés, on plantait très souvent des espèces américaines. La Kensia, par exemple, est très répandue dans la ville. Le drago est aussi un arbre qu'on voit beaucoup ici. On peut dire que du point de vue de la végétation, Cadix rappelle clairement l'Amérique. Non seulement l'Amérique tropicale, mais aussi l'Amérique du Sud. Voyage après voyage, les bateaux de retour du Nouveau Monde déversent sur les quais de Cadix leur cargaison de produits fabuleux. Sublimée par le récit des marins, l'image des Amériques grandit dans l'imaginaire des Cadixois. C'est peut-être pour cela que Cadix finit peu à peu par ressembler à La Havane, à Saint-Domingue ou à Carthagène de las Indias. Même si Cadix semble pointer ses regards vers l'Amérique, elle demeure toujours bien amarrée à la vieille Europe et à ses traditions.
Les ganaderías, élevage de chevaux et de taureaux, font partie du patrimoine culturel andalou. C'est à quelques kilomètres de Cadix, près de la ville de Jerez de la Frontera, que nous retrouvons Antonio Domecq. Il dirige la ganadería créée il y a plus de 60 ans par son grand-père. C'est une famille de grande tradition. Ça a commencé avec mon grand-père, Álvaro, qui a fondé cette maison d'élevage de chevaux et de taureaux. Ensuite, c'est passé aux mains de mon oncle Álvaro, qui était lui aussi rejoneador, comme mon grand-père, et éleveur. C'est aujourd'hui un grand cavalier. Et c'est lui qui a fondé l'Académie royale andalouse d'art équestre. Il maîtrise tout ce qui touche au monde du cheval, et il en fait de grands spectacles. Le taureau de race brava est un animal très noble et docile également. Ici, on sélectionne le taureau brava pour notre élevage. On fait cela en prenant des notes sur les caractéristiques des taureaux, sur ce que transmet le taureau, son envergure, sa solidité et son endurance. Ensuite, à 2 ans, on leur fait un test destiné aux taureaux de combat uniquement, qui s'appelle Acoso y Derribo. Ce test va permettre à l'éleveur, au moment où les taureaux entrent dans l'arène, d'avoir une nouvelle indication sur la bravoure des taureaux, en plus des caractéristiques héritées de leur père et de leur mère. Plusieurs fois par semaine, dans un enclos réservé à cet usage, les rejoneadors, c'est-à-dire les cavaliers, effectuent des démonstrations de dressage et présentent de petits spectacles au cours desquels ils manœuvrent les troupeaux de taureaux. C'est par la route que nous rejoignons Jerez de la Frontera. La ville ne manque pas d'atouts. Il y a le vin, le Xérès, que les Anglais s'obstinent à appeler sherry, l'élégance de la cathédrale de style baroque ou de l'Alcazar du XIIe siècle, qui servit pendant un temps de résidence au calife de Séville. Ce n'est pourtant ni le vin ni l'architecture qui motive notre visite, mais le flamenco, qui serait, dit-on, originaire de Jerez de la Frontera. Tout le monde parle du triangle que forment Séville, les Brira et Jerez, et même la région de Cadix et ses ports. Les premières populations gitanes arrivent au XVIe et XVIIe siècle, et elles s'installent dans les faubourgs des villes. Petit à petit, les gitans grandissent en tant que communauté, et c'est là que va se forger le flamenco. On dit toujours du flamenco que c'est quelque chose de naturel, qui naît de l'intérieur.
Comme disent les cantaores, ou comme disait Tia Anika, la Periniaca, la grande cantaora, lorsque je chante des seguidillas, j'ai le goût du sang dans la bouche. Les seguidillas ou les soleas ont presque toutes des paroles tristes. Elles parlent de mort, de peine de cœur. Ensuite, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus gaies. Par exemple, les alegrias, ce qui veut dire gaieté, typiques de Cadix, et qui sont beaucoup plus joyeuses. Elles parlent de la vie, de l'amour, de façon positive. De retour à bord, nous reprenons notre navigation sur l'océan Atlantique. Vers le nord cette fois, en direction de Sanlúcar de Barrameda. C'est de Sanlúcar que Fernand de Magellan et Christophe Colomb, lors de son 3e voyage, se sont lancés dans l'aventure océanique. Situé dans l'embouchure du Guadalquivir, Sanlúcar est aujourd'hui un petit port de pêche très actif. Bien qu'à l'écart des routes touristiques andalouses, le vieux quartier de Barro de Guia est devenu un repère gastronomique pour les amateurs de poissons et de fruits de mer. C'est là qu'Eduardo a choisi d'installer son restaurant. C'est sûr que comme on est à l'entrée de la Méditerranée et à la sortie de l'Atlantique, on a du très bon poisson toute l'année. En ce moment, par exemple, de mai à juin, c'est la saison du thon d'Almadraba, qui vient de l'Atlantique jusqu'à la Méditerranée et qui est bien gras. Il est très juteux pour une cuisson à la plancha, par exemple. Ensuite, on a des plats traditionnels qu'on fait toute l'année, comme le pagre. On le prépare à la roteña. C'est une recette typique de la région qui a des influences arabes, cuisinée avec des petits légumes et des épices. Et bien sûr, on a tous les fruits de mer du Guadalquivir. Bref, on manque jamais de poisson ici. La saison des escargots ne dure que 3 mois. Tu secoues bien comme ça et tu prends les plus gros. Les autres, tu les gardes pour l'année suivante. Ils sont trop petits. Maintenant, il y en a beaucoup qui viennent du Maroc, non? Non, ceux-là ne viennent pas du Maroc. Tu les différencies comment alors? Parce qu'ils sont bien plus gros et ils sont rayés aussi. Regarde, tu mets d'abord du fenouil et ensuite tu ajoutes de la menthe. Tiens, sans ça. Ah, ça sent bon. Les caracolillos, ces petits escargots, c'est un plat vraiment typique d'ici. Nous, on vient de Madrid passer une semaine à Cadix et on adore ça.
Pour nous, la chose la plus importante, c'est le mode de vie des Andalous. Oui, la philosophie de vie. Unique. Elle est unique, cette culture. Le restaurant d'Eduardo est situé un peu à l'écart de la ville, juste en face de l'océan. Depuis le début de notre voyage, on a mesuré la profondeur de l'empreinte laissée par les longs siècles d'histoire d'Al-Andalus, notamment dans l'architecture. Qu'en est-il de la gastronomie? En s'inspirant de nos influences arabes, on va cuisiner un poisson qui s'appelle le maigre. C'est un poisson qui vient principalement du Maroc et qui pèse entre 15 et 30 kilos. D'abord, on le nettoie bien et on le farcit de boronia. La boronia, c'est une sorte de pistou, mais avec des influences arabes. Accompagnés par le soleil levant, nous poursuivons notre route le long de la côte en direction du Guadiana, l'autre grand fleuve andalou qui marque la frontière entre l'Espagne et le Portugal. Tout au long de la journée, nous remontons le cours du Guadiana qu'entourent de verdoyantes collines. Loin des vastes plaines traversées par le Guadalquivir, nous découvrons un autre visage de l'Andalousie. Au milieu de la journée, le bateau fait escale dans le petit village portugais d'Alcoutim. Nous nous promenons quelques instants dans les ruelles paisibles avant de reprendre le cours de notre voyage bucolique.
De retour à bord, nous reprenons notre voyage sur le Guadiana. Cette fois, nous redescendons le fleuve en direction de la mer. La journée s'achève au bord des longues plages de sable de l'océan Atlantique. Je travaillais dans la construction civile. Et pour trouver du travail, il a fallu que je vienne à la pêche aux coquinas. Gagner un peu d'argent pour manger. Le Portugal va mal. Le pays est en crise. Des personnes qui travaillaient avant dans le bâtiment, faute de nouveaux chantiers, sont elles aussi venues aux coquinas. En 3 heures de travail, on ramasse entre 7 et 8 kilos si tout va bien. À l'heure d'aujourd'hui, le kilo se vend entre 4 et 5 euros. En été, avec l'arrivée des touristes, on peut même le vendre un peu plus cher. Au cours de la nuit, nous avons repris la direction de Séville. Avant de remonter le cours du Guadalquivir, nous faisons une escale dans le petit port de Santa Maria. Quittant la ville de Santa Maria, nous reprenons de nouveau la direction de Jerez de la Frontera pour découvrir cette fois l'une des institutions de la culture andalouse, l'École royale d'art équestre.
La principale vocation de cette école, comme son nom l'indique, est de transmettre l'art équestre. Et bien sûr l'enseignement et la promotion de la race. Ce qui la différencie des autres écoles équestres européennes, que ce soit celle de Vienne, ou Saumur en France, ou encore celle de Lisbonne au Portugal, c'est évidemment le dressage bovin. Le dressage bovin est une spécialité qui s'enseigne uniquement ici, à l'école royale andalouse. Et aucune autre grande école internationale ne la pratique, car il s'agit d'un dressage unique, originaire de la région. Il faut au moins 3 ou 4 ans pour atteindre le niveau de Seibon. C'est le plus haut niveau de dressage. On appelle ça le niveau Grand Prix. Ce cheval, on l'utilise pour faire des numéros d'école. Des numéros très importants comme le pas de 3, le pas de 4 ou bien la fantaisie. La tradition équestre est un genre d'équitation classique qui naît dans les grandes maisons royales, comme la maison d'Autriche, à Versailles en France et aussi en Espagne. C'est une tradition d'équitation qui est basée sur le calme, le contrôle, la délicatesse, la douceur, mais aussi l'impulsion. Après une semaine de voyage au travers du sud de l'Andalousie, nous rejoignons Séville. Au pied de la Giralda illuminée dominant le Guadalquivir, nous refermons l'histoire d'Al-Andalus et de Séville, la capitale des grandes découvertes.